On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Le football, il a changé. Surtout que tous nos joueurs ils sont en bonne santé. Chacun mange bien, dort bien. Je suis fatigué. « 2023. 12 ans après l'arrivée du Qatar, le Paris Saint-Germain cherche toujours à soulever la coupe aux grandes oreilles. Le club de la capitale était pourtant très proche du titre suprême en 2020, mais le départ de Tuchel ainsi que le star system incarné par Messi ont fait chou blanc. La Pulga et Neymar sont partis, il ne reste plus que Kylian Mbappé à bord du navire, mais le gamin de Bondy, pour sa dernière saison sous le maillot parisien, va voir son niveau chuter de manière impressionnante, et ce sous les yeux du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Et on a toujours droit au même discours. Cette année c'est la bonne. Les joueurs ont eu une prise de conscience. Bref, les mêmes mots pour au final les mêmes résultats, si bien qu'au bout d'un moment, on n'y croit plus. La saison 2023-2024 sera celle d'une perpétuelle remise en question, mais accouchera-t-elle de véritables solutions ? Alors oui, Luis Enrique, du haut de sa plateforme, apporte quelque chose de différent. La possibilité d'y croire est de nouveau permise, mais c'est bien la première fois depuis l'arrivée de QSI qu'un entraîneur parisien répond avec une telle véhémence aux journalistes. No, los jóvenes lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. Un grand ménage est nécessaire pour faire taire les sceptiques et redonner confiance à ceux qui n'y croient plus. Car désormais, le mondial au Qatar est passé et QSI change de cap. Peut-être alors serait-il temps d'investir mieux et malin. De la transformation au fil des mois jusqu'à la démontada face au Barça, avec Luis Enrique, le club de la capitale verra renaître un espoir perdu de remporter peut-être un jour la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est notre mentalité d'être meilleur. Né à Gijón, le footballeur Luis Enrique voit son talent exploser au début des années 90, d'abord avec le Real Madrid avec lequel il dispute plus de 200 matchs entre 91 et 96. Laissé libre par la Maison Blanche, il signe ensuite contre toute attente chez le grand rival barcelonais. Et en Catalogne, il occupe une fonction bien plus offensive qu'au Real, en témoignent ses 108 buts inscrits en 300 matchs sous le maillot blaugrana, contre 18 seulement en plus de 200 matchs avec le Real. Il remportera 3 Ligas, une avec le Real et 2 avec le Barça. Mais alors, quel type de joueur était-il ? Eh bien j'ai envie de vous dire, il n'est pas très différent. Un milieu de terrain très polyvalent, ayant évolué à tous les postes, aussi bien offensifs que défensifs dans ce secteur, et parfois même arrière latéral. Cette position lui a permis de développer une vision différente sur le jeu, influencée par un très fort caractère, car oui, nous avons affaire à un grand bavard, à un ego surdimensionné qui n'hésite pas à balancer ses 4 vérités. Le genre de personnage avec lequel il ne vaut mieux pas s'embrouiller. Certes, le melon est énorme, mais la confiance qu'il peut insuffler à ses joueurs l'est tout autant. Après la reprise en 2008 de l'équipe première du Barça par Pep Guardiola, c'est Luis Enrique lui-même qui va diriger la réserve des Catalans. Dans l'ombre de Pep, il vivra d'un œil discret l'ascension du plus grand FC Barcelone de l'histoire aux alentours des années 2010, avant de tenter l'expérience ailleurs, un an à la Roma, puis un an au Celta Vigo et bien sûr au Barça, entre 2014 et 2017 où il dirigera la fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar, un trio avec lequel il signera un quintuplé en 2015. Luis Enrique reprendra ensuite la sélection espagnole qui conduira en demi-finale de l'Euro en 2021, mais ne fera pas mieux qu'un huitième de finale de Coupe du Monde en 2022. Une expérience à la Roja qui malheureusement sera pendant quelques mois interrompue pour Luis Enrique qui se tiendra au chevet de sa fille, qui décédera des suites d'une grave maladie. Et pendant que sur le plan personnel, Luis Enrique a traversé des moments très difficiles, ses équipes ont toujours adopté un style très espagnol. La possession de balle au sein d'un dispositif offensif en 4-3-3 ou en 3-4-3. Et forcément, quand on pense à Luis Enrique, on pense à la reine des remontadas en 2017 face au PSG, devenant ainsi le premier entraîneur à effacer un retard de 4 buts en Ligue des Champions. Un événement qui marquera à vie
le Paris Saint-Germain, car depuis, même si le club a atteint la finale en 2020 et le dernier carré en 2021, des erreurs de gestion colossales, voire même d'un niveau amateur, ont fait leur apparition, chose qu'on ne voyait pas avant cette fameuse nuit de mars 2017. Et après un exercice 2022-2023 plutôt chaotique sous l'ère Galtier, suivi des départs de Messi et Neymar, il ne reste plus que Kylian Mbappé parmi les têtes de gondole, lequel n'aborde pas spécialement sa dernière saison au parc dans les meilleures conditions. Depuis le Mondial 2022, oui, Kylian continue à marquer, oui, il fait ses stats, mais ceux qui regardent ses matchs sont unanimes, c'est pas le même. Car ce qui faisait autrefois la fraîcheur de Mbappé se conjugue désormais au passé. Il faut dire qu'en interne, ses relations avec le board parisien sont plus froides que jamais. Nous, on veut que Kylian reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. Sauf qu'en juin 2023, le joueur signifie au club qu'il n'honorera pas son contrat jusqu'en 2025 et n'activera donc pas son année supplémentaire en option, mais le club refuse l'idée de le laisser partir libre en juin 2024 et entame alors un bras de fer qui va conduire Kylian au placard en début de saison 2023-2024. Eh bah, sacrée ambiance pour Luis Enrique pour ses débuts sur le banc parisien. Et dans ce nouveau PSG désormais sans Verratti, sans Draxler, il ne reste plus que Marquinhos parmi les anciens des années 2010. Le capitaine brésilien est le dernier survivant d'un Paris Saint-Germain passé par tous les états et qui se retrouve plus que jamais enfoncé dans l'incertitude. La refonte de l'effectif commence avec l'arrivée du défenseur français Lucas Hernandez du Bayern Munich, du coréen Lee Kang-in, l'attaquant portugais du Benfica Gonçalo Ramos, mais également le français Ousmane Dembélé contre une clause exceptionnelle de 50 millions d'euros activée par le club de la capitale pour le faire venir du Barça qui cherchait à tout prix à le vendre. Une très bonne pioche qui pourrait un jour porter ses fruits, sauf qu'en attendant, Ousmane Dembélé n'a toujours pas de match référence au plus haut niveau, et ce à déjà 26 ans. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain mettra une somme colossale pour recruter l'attaquant français de Francfort, Randal Kolo Muani, contre 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus, sans oublier le grand espoir de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, contre 45 millions d'euros. Paris réalise donc un mercato plein, certes très coûteux, mais avec une certaine prise de risque. On pense notamment au milieu uruguayen Manuel Ugarte, recruté contre 60 millions d'euros. Au début, personne ne le connaissait, mais après 2 mois, son niveau était tel qu'il a failli faire oublier le départ de Marco Verratti. Mais par la suite, Ugarte disparaîtra des radars de Luis Enrique et partira en fin de saison à Manchester United. Le plus important, c'est que le Paris Saint-Germain tente des choses, parfois ça marche, d'autres fois moins, mais plutôt que de chercher à vendre des maillots ou à être performant tout de suite, on sent que la stratégie de Luis Campos, même si on n'est pas forcément toujours d'accord avec lui, c'est de construire quelque chose sur le long terme. Après, c'est pas parce qu'on fait ça que ça va forcément marcher, mais au moins, on peut applaudir la stratégie sportive derrière plutôt que marketing. Et l'une des recettes pour éviter la mésaventure, cette planification et cette méticulosité mise en place par Luis Enrique et son staff, il faut parfaitement insérer les individualités au sein d'un collectif, créer un effet de groupe, un esprit d'équipe, chose qu'il manquait grandement à ce Paris Saint-Germain-là. Forger des joueurs capables de faire les efforts les uns pour les autres, à se pousser un peu plus encore histoire d'arracher des ballons qu'ils n'allaient pas forcément chercher avant, mais aussi les inciter à revenir défendre, à les éduquer tactiquement, et ce pour affiner leur compréhension du jeu et former une équipe qui mettra l'accent sur le pressing. Mais il n'y a pas de secret, pour tout mettre en œuvre, il va falloir transpirer. En Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique débutent leur campagne par un succès tranquille 2-0 au parc face à Dortmund, une bonne performance face à une bonne équipe européenne, et dans un groupe qui les place aux côtés du Milan et de Newcastle, il va falloir être très prudent. En Coupe d'Europe, les clubs de Première Ligue ne blaguent jamais, preuve en est lors du déplacement à St James Park. Dans l'une des plus belles ambiances du royaume, le club de la capitale va littéralement voler en éclats face à l'impact des Magpies et s'incline lourdement à Newcastle, 4-1. Bon, perdre à Newcastle ça arrive, je parle pour mes Gunners totalement, mais 4-1, en sachant que les deux autres équipes du groupe, Dortmund et Milan, ont gagné là-bas, on est tout de même à la limite de la faute professionnelle côté parisien. Et pour se rattraper lors de la 3e journée, face à un Milan qui ne tente pas grand-chose au parc, les Parisiens s'imposent 3-0 au terme d'une rencontre très faible techniquement. Et lorsque les rossoneri accélèrent au match retour, les hommes de Luis Enrique se font une nouvelle fois avoir dans la percussion et dans l'intensité. Score final, 2-1 pour les Milanais. Et Paris avait l'occasion de se refaire une santé face aux Magpies à domicile, mais même dans des conditions idéales, le compte n'y est toujours pas.
Longtemps mené au score sur un but d'Alexander Isak, Paris est de nouveau tout proche de s'incliner face à Newcastle et dans les derniers instants, sur un pénalty assez sévère, Mbappé arrache une égalisation miraculeuse. Pourtant, sur une action précédente, une faute sur Hakimi dans la surface paraissait plus évidente, mais il n'y aura pas de pénalty cette fois. Avant la dernière journée, le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI n'a jamais été autant en difficulté et n'est officiellement pas encore qualifié pour les huitièmes de finale avant leur déplacement à Dortmund. Au Signal Iduna Park, le club de la capitale n'arrache pas mieux qu'un match nul un partout, mais plus inquiétant, c'est l'attitude des joueurs dans les derniers instants qui ne semblaient pas vraiment vouloir décrocher la victoire pour saisir la première place, mais avant tout assurer le match nul, synonyme de qualification. Kylian Mbappé ne comprend pas non plus, comme le symbole d'un fossé qui se creuse de plus en plus entre lui et le reste du Paris Saint-Germain. Seulement 2 victoires en 6 matchs pour Paris dans cette phase de groupe, dont aucun succès sur la phase retour. La toute dernière phase de poule des Ligues des Champions avant un changement de format la saison suivante aura été également l'une des plus difficiles pour le Paris Saint-Germain version QSI. Forcément en étant deuxième, comme en 2022 et comme en 2023, on se dit que Paris va prendre encore un gros morceau en huitième de finale et que ça va se terminer là. Eh bien cette fois non. En 2024, Paris va tirer au sort une belle surprise, les Espagnols de la Real Sociedad, premiers de leur groupe devant l'Inter, mais un adversaire qui reste quand même largement à la portée des Parisiens, et tant mieux, car au mois de février 2024, on se dit qu'ils sont tout simplement incapables de rivaliser avec un adversaire plus fort que ça. Pour ce match aller au parc, le club de San Sebastián sait qu'il ne part pas favori, surtout quand son meilleur joueur, Oyarzabal, est absent, mais avec tout de même quelques atouts comme Robin Lenormand en défense, le milieu de terrain Martin Zubimendi et le futur joueur d'Arsenal, Mikel Merino. Pourtant, dans cette première période assez terne, les Parisiens doivent rester pleinement concentrés face à une Real qui joue crânement sa chance. Pas de but à la pause, et c'est alors que celui dont tout le monde parle va enfin se mettre en évidence. Bradley Barcola a pris un vrai risque en rejoignant le club de la capitale en été 2023 et à seulement 21 ans, il sera à l'origine du corner qui va déboucher sur ce déblocage de Kylian Mbappé. Il faut bien le frapper pour Marquinhos. Et deuxième poteau, l'homme providentiel du Paris Saint-Germain, le sauveur. Et en fin de rencontre, le gamin ne se dégonfle pas et inscrit le but du break, rien que ça. Celui qui cherchait du temps de jeu en début de saison est en train de se distinguer. La vitesse de Barcola, ainsi que son insouciance et sa capacité à éliminer en 1 contre 1 font de lui un nouvel atout pour les Parisiens, victorieux 2-0 lors de ce match aller. Il va falloir assurer cette avance à l'Anoeta au match retour. Paris va rapidement se mettre en jambes sur l'ouverture de Kylian Mbappé à la 15e minute. Il va même inscrire un doublé, mettant Paris dans une position très confortable. La réduction de l'écart de Merino en fin de rencontre ne changera rien. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique évite le piège et fera preuve d'une grande concentration à tout instant, et j'ai même envie de dire d'un grand professionnalisme pour se qualifier pour les quarts de finale, où il retrouvera une vieille connaissance, le Barça. Un club que Luis Enrique connaît très bien, désormais dirigé par la légende locale, Xavi, qui n'a jamais été éliminé par le Paris Saint-Germain en tant que joueur, mais cette fois, il est entraîneur, et même si ce n'est plus le Barça d'il y a 10-15 ans, les Blaugrana comptent tout de même de très bons profils, avec une charnière Cubarsí-Araujo, Joao Cancelo et Jules Koundé sur les côtés, Sergi Roberto comme capitaine, et placé au centre de ce milieu à 3 en compagnie de Frenkie de Jong et Ilkay Gundogan, et bien sûr ce magnifique trio d'attaque composé de Rafinha, Lewandowski et le bijou qui fait jaser toute la planète, Lamine Yamal. Bon, la qualité de cet effectif n'est plus à prouver, mais pourtant, sans leur faire offense, ce Barça n'est pas injouable. Paris n'a pas le choix, ils vont devoir absolument hausser leur niveau de jeu par rapport au match face à la Real Sociedad. Cette charnière défensive Beraldo-Hernandez semble assez friable, et Marquinhos a même été mis sur un côté pour contenir les offensifs de Rafinha. On sent vraiment que Paris craint le Barça, car au milieu de terrain, pendant que Fabien Ruiz et Vitinha seront en pleine bataille face à Frenkie et Gundogan, Lee, comme son nom l'indique, sera en charge de la couverture, pendant que devant, Asensio, l'ancien du Real Madrid, sera aligné en pointe avec Mbappé et Dembélé pour l'épauler.
Les Barcelonais font preuve de nettement plus de puissance physique et c'est fort logiquement que Rafinha ouvre le score pour les Catalans avant la pause. Mené à domicile, le Paris Saint-Germain va réagir au retour des vestiaires grâce à celui qui n'avait marqué qu'un seul petit but jusqu'ici, toute compétition confondue. Et 2 minutes plus tard, la machine est en route et Vitinha renverse le cours de la partie. Paris aurait pu plier le match, mais Dembélé et Barcola manquent de réalisme pendant que Mbappé est très emprunté. Et quand Paris semblait tenir le bon bout, Pedri va entrer en jeu côté catalan avant de signer ce bijou de passe à destination de l'excellent Rafinha. Quel but! Le parc est éteint. Attention, parce qu'à de partout, il ne faut pas concéder un but bête, mais malheureusement sur corner, Donnarumma ne sort pas sur ce ballon aérien et Christensen reprend de la tête pour donner la victoire au Barça, 3-2 au Parc des Princes. Un revers douloureux, d'autant que Paris menait 2-1 dans cette seconde période, la faute à des Catalans plus altruistes, un Barça qui a fait le job la semaine suivante au stade olympique Luis Companys pendant les travaux de rénovation du Camp Nou. Le Paris Saint-Germain est condamné à l'exploit. Xavi repart avec le même 4-3-3, avec cette fois la présence de Pedri, seul changement par rapport au match aller. Et côté Paris, Marquinhos rebascule en défense centrale pour faire place à Hakimi côté droit. À noter le retour de Zaïre Emery au milieu de terrain et le choix de Luis Enrique de mettre Barcola à gauche, toujours aux côtés de Mbappé et Dembélé. Voilà un trio d'attaque qui a fière allure, mais hélas, la soirée commence bien mal. Paris compte désormais 2 buts de retard, mais à la demi-heure de jeu, il va y avoir un énorme tournant. Le défenseur Araujo retient juste à l'extérieur de la surface Barcola qui partait clairement au but, carton rouge direct pour l'Uruguayen, dur, mais le règlement est appliqué. Et suite à la perte du défenseur central, Íñigo Martínez entre et remplace Lamine Yamal, privant ainsi le Barça d'un atout offensif majeur, si bien que le scénario du match bascule lorsque Dembélé égalise avant la pause. Les protégés de Luis Enrique poussent pour passer devant et à 11 contre 10, ils sont en train de prendre le dessus. Une domination caractérisée à la 54e minute par l'excellent Vitinha qui offre l'avantage à Paris 2-1. Les Catalans sont débordés et concèdent même un penalty où Cancelo touche d'abord le pied de Dembélé et non directement le ballon. Mbappé transforme 3-1. Et pour tenir ce superbe résultat, Gigio Donnarumma et Marquinhos, tous deux très critiqués ces dernières années, se montrent cette fois héroïques pour maintenir Paris en vie. Et en fin de rencontre, les Parisiens mènent la contre-attaque et inscrivent le but du chaos. « 4-1. Évidemment, ce carton rouge aura changé toute la physionomie de la rencontre. Paris se hisse de nouveau dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Un drôle de paradoxe, quand on se rappelle qu'ils étaient assez mal embarqués dans la phase de poule, mais l'année 2024 pourrait devenir historique pour le club de la capitale qui sera champion de France haut la main et remportera de nouveau la Coupe de France après 2 ans de disette. Eh bien, Luis Enrique s'en est très bien tiré et peut même aller chercher le Graal suprême dès sa première saison. En demi-finale, Paris retrouve le Borussia Dortmund, un club qu'ils avaient affronté au premier tour et qu'ils avaient dominé. Mais attention, la vérité du printemps est toujours différente, car cette fois, c'est une place en finale qui est en jeu. La formation d'Edin Terzic s'oriente autour d'un 4-2-3-1 avec une charnière composée du jeune Schlotterbeck et du retour de l'ancien Mats Hummels, derrière un duo Emre Can, Marcel Sabitzer. Adeyemi et Sancho prendront les côtés pendant que Julian Brandt sera derrière Niklas Füllkrug. Alors c'est un Borussia qui est un petit peu inférieur à mon avis à celui de 2020 que Paris avait battu, mais la question est de savoir, est-ce que ce Paris Saint-Germain là est plus fort qu'en 2020 ? Eh bah c'est pas sûr. À l'aller, au Signal Iduna Park, le Borussia se procure les occasions les plus nettes, et sur cette passe lumineuse de Schlotterbeck, Füllkrug reprend ce ballon avec classe pour le fouetter dans les filets de Donnarumma. Paris aura beau tenter de revenir, mais les montants de Kobel résistent notamment à Mbappé et Hakimi. Les hommes de Luis Enrique dominent outrageusement sans parvenir à marquer. Les Allemands remportent la première manche 1-0, mais rien n'est fini, car le match retour aura lieu au parc.
Mais dans cette ambiance où on sent que Paris peut vraiment le faire, l'inefficacité de Mbappé empêche clairement ses coéquipiers d'enflammer la partie. En réalité, cette demi-finale démarrera beaucoup trop tard pour les Parisiens car en début de seconde période, l'immortel Mats Hummels aggrave l'avance du Borussia. Et dans ce match retour, Paris trouvera les montants à 4 reprises, 6 au total si on comprend le match aller, une malchance absolument invraisemblable. Battu une nouvelle fois sur la plus petite des marges, Paris doit s'incliner la tête basse en demi-finale. C'était assez frustrant parce qu'on sentait que Dortmund n'était pas insurmontable, mais derrière, le manque de réalisme du Paris Saint-Germain et le niveau de Kylian Mbappé, qui est vraiment abyssal, ne leur a pas permis de rivaliser. Les déceptions furent nombreuses, à commencer par Kolo Muani qui n'a jamais justifié son prix colossal de 90 millions d'euros, alors qu'il est tout de même avec ce transfert le 3e joueur le plus cher de l'histoire du club. Et même quand les observateurs réclamaient en long et en large la présence de Gonçalo Ramos sur cette demi-finale retour, le Portugais s'était montré très intéressant en Ligue 1, mais dès que le niveau monte, il est redevenu ce joueur banal. Et sur le plan individuel, Kylian Mbappé, qui s'était vu confier les rênes de l'équipe sur ces 2 dernières années, a énormément déçu dans les grands rendez-vous de cette fin de saison. Les observateurs sont unanimes à son sujet, la baisse de régime du gamin de Bondy depuis le Mondial 2022 n'est plus approuvée. Donc si même la saison de Paris n'est pas mauvaise, loin de là, c'est quand même triste de se dire que Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, finit de cette manière et avec ce niveau-là. Et l'entraîneur Luis Enrique ira même jusqu'à le remettre en cause, soulignant son manque d'implication lors de ces derniers mois. Pas de cadeau même pour Kylian, le technicien espagnol n'hésitera même pas à le mettre sur le banc plus souvent, histoire de préparer l'avenir sans lui. Gonflé, mais très audacieux. En 2024, Kylian Mbappé part libre au Real Madrid et l'histoire se termine même très mal avec le Paris Saint-Germain, son clan étant toujours à l'heure actuelle en conflit avec le club pour une histoire de salaire non versée. Comment ne pas penser que cette prolongation, annoncée en grande pompe en 2022, fut un échec sur toute la ligne, aussi bien pour le joueur qui n'a pas progressé en 2 ans, c'est même plutôt le contraire, que pour le club qui n'a pas du tout bénéficié de sa présence. Même l'équipe de France lors de l'Euro 2024 a fait les frais d'un Mbappé complètement en deçà de celui qu'on connaît. Désormais, il n'y a plus de stars au Paris Saint-Germain, plus aucun joueur n'est au-dessus du club, Luis Enrique va pouvoir travailler un peu plus sereinement. Car en cette saison 2024-2025, le PSG désormais sans Messi, sans Neymar et sans Mbappé, sera peut-être moins regardé qu'avant, mais au moins, alors qu'on pensait que le projet QSI touchait à sa fin, Paris va se délecter un peu plus de la pression qui l'entoure, comme si l'objectif Ligue des Champions n'était plus sur toutes les lèvres. Cela ne les empêchera pas de passer par d'autres moments difficiles, mais le droit de rêver ne sera jamais incompatible avec le droit au bonheur. Il suffit simplement d'y croire. Oui, Paris y est presque, même les anciens étaient là parmi les ultras, ou bien sur les réseaux, l'odeur de la victoire gagne enfin les rangs parisiens. Allez supporters, allez Paris Saint-Germain. La conclusion de notre série exceptionnelle aura droit à sa vidéo exceptionnelle. Rendez-vous au prochain épisode où Paris sera enfin magique. Yo pienso que vamos a ganar todo.